Pourquoi est-il capital de ne jamais s'engager envers qui que ce soit à la légère ? Le thème que nous allons explorer va vous étonner. Alors que l'engagement est à la mode, que brandir ses convictions avec insolence est devenu un art pratiqué par beaucoup et que les plus modérés se radicalisent, nous allons tout décortiquer. Bienvenue, ici Lucien Roy, vous écoutez Pouvoir et Influence, le podcast du premier dimanche du mois pour aller au bout de vos ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Les plus assidus d'entre vous auront remarqué la perte de régularité du podcast. J'étais en effet plus appliqué à agir qu'à disserter, mais ces réflexions m'ont fortement manqué et j'ai envie de reprendre le rythme d'un épisode par mois pour être un petit peu moins ambitieux, mais tout en continuant tout de même à produire ce podcast qui m'apporte beaucoup de choses et qui vous apporte aussi beaucoup, je l'ai vu dans vos messages. L'engagement est quelque chose de très important dans notre société, on s'engage à de multiples reprises, on s'engage dans un mariage, on s'engage pour une cause, on s'engage dans des changements, on s'engage pour un parti, on s'engage pour des personnes, on s'engage pour des idées, et finalement je pense que nous pouvons définir la notion d'engagement par une forme de loyauté qui nous oblige vis-à-vis de l'objet de notre engagement ou de l'autre partie envers laquelle on s'est engagé. Je pense que le mot central de cette définition est le mot loyauté parce que c'est pleinement ancré dans les notions de pouvoir et influence, dans celles qu'on voit depuis le début du podcast. Vous le savez, depuis l'épisode Aligne les intérêts comme les étoiles, on a toujours un moment, un bénéfice personnel dans chacune de nos actions. Et ce que veut dire la loyauté, c'est qu'à un moment, on décide que le bénéfice personnel qu'on va tirer d'un certain type d'action, c'est d'être aligné avec les actions d'un autre, avec les intérêts d'une autre personne. Ainsi, on peut se poser la question, est-ce que la loyauté est vraiment quelque chose de bien ou quelque chose qui, au contraire, limite nos capacités d'agissement et limite notre possibilité de faire des choses et d'aller dans le sens de notre intérêt ? On va bien sûr étudier cette question dans la suite, mais avant tout, je préfère continuer cette introduction. Quand on voit un obèse qui mange un croissant de plus, il ne se dit pas qu'il va devenir plus gros, qu'il va avoir des problèmes de santé, qu'il va avoir mal aux genoux. Il se dit simplement que c'est du bien-être pour lui parce qu'il y a du gras et du sucre et on sait très bien que ces deux substances provoquent un profond plaisir chez les êtres humains. On pourrait aussi se demander est-ce que l'intérêt personnel est réellement présent quand des gens se font mal à l'entraînement, par exemple des sportifs qui vont toujours trop loin, qui poussent les limites, qui se font des blessures. Mais finalement, ce qui compte là-dedans, c'est la fierté qui est ressentie, c'est se sentir vivant, c'est sentir cette sensation de feu intérieur qui nous dit « oui, tu as dépassé tes limites, bravo, continue ». Dans ce 20e épisode du podcast Pouvoir et Influence, nous décortiquerons tout ce qui nous pousse à l'engagement et en quoi les sources de cette loyauté sont généralement bien plus sombres qu'on ne veut bien se l'avouer. Nous observerons également les aspects émotionnels de ces dynamiques et discuterons de l'opportunité de la loyauté dans différentes situations pour gagner en influence ou peut-être parfois en perdre à notre détriment. On garde bien sûr les bonnes habitudes dans le podcast, je vous invite à mettre la note 5 étoiles sur iTunes pour qu'on puisse monter dans les classements et augmenter notre pouvoir et notre influence. Et je vous invite également à le commenter et à en parler à un ami qui mérite de mieux faire passer ses idées et de gagner en influence. Donc dans cette première partie, ce qu'on va voir, c'est les ressorts émotionnels de la loyauté. Depuis l'enfance, on nous raconte des histoires de chevaliers. Les histoires de chevaliers sont assez particulières puisque la loyauté paye toujours. C'est toujours ce gentil qui va gagner, qui va être vu comme le bon, comme la personne à qui on voue notre admiration. On est finalement glorifié quand on est un chevalier, un pro-chevalier qui est loyal et c'est comme ça qu'on devient un héros. Et je pense que en constatant l'importance de ces mythes, notamment les chevaliers de la table ronde, on voit que la société a tendance à vouloir pousser cette loyauté, et c'est normal parce que dans la société, il est très utile que les gens soient loyaux les uns envers les autres, puisque ça crée de la confiance, et vous le savez, toutes les sociétés humaines sont basées sur la confiance. Et généralement, ce qui permet à une société de se développer encore davantage, c'est de permettre de faire confiance à plus de monde. On parle souvent de la notion de confiance au niveau de la monnaie. Par exemple, les euros ou les dollars que vous avez dans votre poche, c'est une manière de faire confiance à la personne à qui vous achetez du pain. Quand vous achetez du pain, la personne vous fait confiance parce qu'elle voit que vous avez des euros et elle sait qu'elle va pouvoir les échanger à son tour, et c'est là-dessus que toute la société est basée. Ce que je vous propose pour décortiquer cet aspect émotionnel de la loyauté et de l'engagement, c'est d'abord de voir quelles sont les forces qui nous poussent à l'engagement, et puis ensuite de voir au niveau émotionnel quels sont les impacts de l'engagement sur nos perceptions et sur nos manières d'agir. Donc commençons tout de suite à parler des forces qui nous poussent à l'engagement. Qui, selon vous, sont les êtres les plus vils et détestables? Qui haïssons-nous encore bien plus que les méchants eux-mêmes?
leurs sbires, évidemment. Ces cafards misérables qui font le mal sans panache ni honneur. Les petits pantins protégés qui font le sale boulot. Qu'est-ce qui pousse l'humain là-dedans ? Est-ce que c'est une question d'emprise ? Est-ce que c'est une question de personnes qui sont tellement terrifiées de partir qu'elles seraient prêtes à commettre n'importe quel méfait ? Ces notions sont bien loin du courage qu'on voit promu dans l'Antiquité, dans la tragédie où finalement peut-être le courage ultime est de pouvoir se donner la mort. Je me rappelle distinctement du film Métropolis. À un moment dans ce film, la mère dit à sa fille pendant une révolution, donc je ne vais pas vous faire le synopsis du film parce que je ne m'en rappelle pas, je me rappelle simplement de cet instant précis qui m'a profondément marqué, c'est que donc c'est une scène de révolution dans laquelle il y a de la violence, une mère et sa fille, et la mère dit à sa fille « Tu sais ma fille, on a toujours le choix ». Elle sous-entend ainsi que même quand on semble bloqué, même quand on est sous un régime dictatorial et que rien ne semble possible, on a toujours un choix supplémentaire. On peut lutter ou bien rester dans l'ordre établi, mais il y a également une autre option qui est la mort. La mort aujourd'hui n'est plus réellement un risque dans notre société. Évidemment, on peut toujours avoir un accident de voiture, avoir des accidents de santé, mais globalement, les gens qui meurent en duel statistiquement sont relativement rares. Ainsi, nous avons bien plus peur de la mort sociale que de la mort elle-même. Et cette mort sociale, cette peur-là, est la barrière qui nous empêche de faire ce qu'on voudrait vraiment. Qui ne s'est pas déjà dit qu'il souhaiterait, je sais pas, s'habiller différemment, mais qu'à son travail, ce serait mal vu? Qui n'a jamais vu des adolescents traîner ensemble? On les voit, ils sont tous habillés de la même manière, souvent mal en plus, mais ils n'ont aucune personnalité simplement par peur de cette mort sociale. Et finalement, la peur de la mort sociale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le regard de l'autre devient mon étalon de valeur. Je me valorise par rapport à ce que les autres pensent de moi. J'espère que vous remarquez bien à cet instant que c'est l'exact inverse du pouvoir. Le pouvoir, ça pourrait être « je suis mon propre étalon de valeur et je suis mes propres intérêts ». Ainsi, ce qu'on remarque, c'est que la peur de la mort sociale, la peur de ne pas se conformer à ce que l'autre attend de nous, nous fait prendre les intérêts de l'autre. Il fait qu'on a plus envie de suivre ce que le groupe nous dicte, pour un besoin émotionnel d'être important et de ne pas subir cette mort ou cet écartement social, au détriment de nos réels intérêts personnels. On voit donc pourquoi le sbire adopte la vie de son maître le panache en moins, c'est simplement parce que c'est ça qui lui le valorise le plus. C'est ça qui lui permet d'exister, de ne pas risquer de mourir parce qu'il n'est pas capable lui-même de créer son propre étalon de valeur. Le problème du sbire, si vous souhaitez, si vous aspirez à cette carrière, c'est que le sbire est interchangeable, il est jetable, il n'a pas de réelle valeur puisque sa seule valeur c'est de respecter les instructions. Et vous le savez comme moi, être un simple exécutant n'est ni valorisé ni valorisant. Maintenant, je souhaiterais rentrer un petit peu plus concrètement dans ces notions pour vous permettre de saisir réellement ce qui se joue et ce qui se joue tous les jours sous nos yeux dans la société. Prenez par exemple les premiers défenseurs d'une cause. Prenez les féministes les plus déterminés, les véganes les plus déterminés ou n'importe quelle autre cause qui vous tient à cœur. Demandez-vous qui est au service de qui ? Est-ce que le militant est au service de la cause ? Ou est-ce qu'au contraire la cause est au service du militant pour lui permettre d'exister, pour lui permettre de se sentir fort, pour lui permettre de monter sur l'échelle de valeur qu'il s'est lui-même imposée ? On constate ainsi que les militants passent beaucoup de temps dans la cause, ils font de plus en plus de choses, ils s'engagent de plus en plus personnellement, peut-être que physiquement ils se modifient parce que une personne qui serait végane par exemple refuserait de porter des chaussures en cuir, refuserait certaines choses, donc elle aurait des signes extérieurs de cette cause qui peut-être l'empêcheraient d'obtenir un emploi si elle allait à l'entretien d'embauche et disait à son futur chef, écoutez votre ceinture en cuir ne me va pas du tout, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait souffrir pour obtenir cette ceinture, peut-être que ça pourrait l'isoler socialement. Et donc on voit que finalement l'intérêt de la cause est supérieur à l'intérêt de l'individu parce que l'intérêt de l'individu se confond avec celui de la cause parce que c'est la seule manière pour lui d'exister. On constate là très fortement la perte de pouvoir totale que ressent l'individu parce qu'il n'est plus lui-même, toutes ses actions sont simplement subordonnées à la cause qu'il doit servir. On peut trouver des explications rationnelles à ce phénomène de besoin de se sentir important, et notamment dans la théorie de l'autodétermination. La théorie de l'autodétermination, c'est un courant qui indique que nous avons
psychologiquement des besoins fondamentaux humains qui sont aussi importants pour les êtres humains que le fait de boire, de manger, ou alors qui sont aussi importants que l'eau pour une plante. Et un de ces besoins fondamentaux humains est justement le besoin de connexion. Le besoin de connexion, c'est le besoin de pouvoir se dire « je prends soin des autres et ils prennent soin de moi ». C'est quelque chose dont les humains raffolent et c'est normal de ressentir ce besoin animal d'être dans une communauté, d'appartenir à un groupe, de faire partie d'un collectif qui nous permet d'exister. On remarque ainsi que ce besoin émotionnel nous donne envie de prendre parti, nous donne envie d'entrer dans les conflits avec force pour resserrer nos liens avec les autres. Finalement, ce qui se joue dans un conflit, ce n'est pas la victoire face à l'opposant, c'est le lien avec notre allié. Cependant, je pense que depuis le début de Pouvoir et Influence, vous avez remarqué qu'un de nos objectifs pour augmenter notre pouvoir et notre influence, c'est justement de dépasser ces conditionnements animaux. C'est de dépasser ces réactions émotionnelles qui nous empêchent de penser correctement, de penser à nos intérêts en premier, avant de penser à des causes subsidiaires qui finalement ne nous apporteront rien, dans lesquelles on est complètement interchangeable et qui ne sont juste pas alignés avec ce que nous voulons et ce qui nourrira nos intérêts pour avoir une vie heureuse et passionnante. Maintenant que nous avons vu la source de ce besoin de prendre parti, de ce besoin d'allier notre avis à d'autres, nous allons voir en quoi c'est une erreur et en quoi ça peut provoquer des erreurs en cascade qui ne feront que diminuer votre influence, que diminuer votre bonheur et que diminuer tout ce que vous souhaitez avoir en plus dans votre vie. Est-ce que vous vous êtes déjà battu physiquement avec quelqu'un ? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un stade de foot ? Est-ce que vous êtes fan d'une équipe de sport que vous supportez donc dans tous ces matchs ? Si vous avez déjà vécu une de ces situations, vous avez senti les émotions fortes qu'elles génèrent. Vous avez senti ce courant électrique du stade qui fait que tout le monde se lève, que tout le monde crie, que tout le monde est à fond derrière l'équipe et même les supporters qui sont habituellement un petit peu fades se retrouvent complètement transcendés, complètement transportés par l'émotion collective. Et c'est bien là que je veux nous emmener, c'est justement sur le pouvoir de ces émotions. Les émotions qui sont, dans leur définition la plus simple, un obstacle à la rationalité et au contrôle. Or, l'influence est une question de patience et de contrôle, et on le voit très bien dans les négociations. La personne qui a le moins de temps, la personne qui est pressée, la personne qui se sent complètement comprimée, est en position d'infériorité, parce que ses émotions lui joueront des tours. Elle voudra à tout prix se débarrasser de son bien, alors que l'autre, patient, pourra tout simplement faire baisser le prix jour après jour. On voit aussi ce genre de réaction émotionnelle à la fin des matchs de foot, avec les hooligans qui se battent à la fin de chaque match. Ils font passer leur intégrité physique derrière leur attachement émotionnel à leur équipe favorite. On voit là quand même la puissance totale qu'ont les émotions sur nous, ou en tout cas sur ceux qui ne se rendent pas compte qu'elles ont du contrôle sur nous. Or, la thèse de Robert Greene, dans son livre Les 48 lois du pouvoir, c'est justement que notre seule cause, ça doit être nous-mêmes. Ainsi, avoir des émotions qui nous lient à des foules, qui nous font adopter des points de vue collectifs, ne sont que des obstacles à cette cause qui est nous-mêmes. Parce que naturellement, on va choisir, on va tenter de s'aligner avec les autres pour les raisons émotionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, cette thèse est appuyée par la rationalité humaine qui nous pousse toujours naturellement à aller dans le sens de nos propres intérêts. J'ai expliqué ça abondamment dans l'épisode « Aligne les intérêts comme les étoiles » dans lequel on démontre que chaque personne, à chaque instant, agit dans son propre intérêt. Même l'acte le plus altruiste du monde procure une satisfaction qui fait que la personne l'a fait pour elle. Et ça, je pense que c'est une notion qu'il est absolument essentiel de maîtriser. Et c'est pour ça que je vous invite à écouter cet épisode « Aligne les intérêts comme les étoiles ». Seulement voilà, le problème c'est que maintenant qu'on a dit que l'humain de toute façon dans sa nature avait toujours pour objectif d'aller dans le sens de ses intérêts, ça ne veut pas dire qu'il y a à des moments des causes qui l'empêchent de voir ses intérêts. Alors bien souvent, la vision de ses intérêts est quelque chose d'inconscient, quelque chose qui ne parvient pas à notre conscience et donc on ne peut pas le contrôler. Cependant, si on décide consciemment de se concentrer sur cette partie, on peut commencer à la contrôler, à l'influencer et à ne pas rester que des suiveurs. Parce qu'en fait, l'irrationalité est en réalité rationnelle dans cette question d'intérêt. Parce que si on se dit que ce qu'on veut, c'est ressembler à la foule, c'est se sentir bien avec les autres, à ce moment-là, tant mieux.
soyons irrationnels, soyons des suiveurs, soyons des gens qui ne réfléchissent que par leurs émotions. Cependant, dans l'objectif d'influence, dans l'objectif de pouvoir, on veut aller au-delà de ça et on ne veut pas être dans l'irrationalité émotionnelle qui condamne les foules à rester des suiveurs. Mais peut-être que vous tiquez et que vous vous demandez mais en quoi est-ce si négatif d'adopter la cause d'un autre ? En quoi est-ce que c'est pas finalement une des choses les plus nobles que de se mettre au service d'une cause en laquelle on croit ? Je vais me permettre de vous donner ma réponse, la réponse de Robert Greene, et d'apporter une petite nuance. La première raison pour laquelle on ne peut pas avoir de multiples causes et que notre seule cause doit être nous-mêmes, c'est une question d'énergie. On a 24 heures par jour, on a 268 heures par semaine et pas une seule minute de plus. De la même manière, quand on dort 7-8 heures dans la nuit, cette énergie est répartie entre toutes nos activités. C'est notre famille, c'est notre travail, c'est éventuellement nos activités en dehors qui nous sont des loisirs, aller boire des verres entre amis. Tout ça est contenu dans nos 24 heures. Ainsi, si on commence à saupoudrer nos 24 heures d'intérêt d'autres personnes, on va rapidement se retrouver sans aucun temps pour ce qui compte réellement pour nous, sans aucun temps pour ces choses qui nous rendent heureux et qui font que notre vie est intéressante. Et imaginez une vie dans laquelle vous ne faites que des choses pour les autres. Vous vous habillez pour les autres, vous faites du sport pour les autres, et c'est la recette du malheur. C'est la recette des personnes qui font du développement personnel un petit peu avec des gourous et qui ne comprennent pas au bout d'un moment pourquoi ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont jamais posé les bonnes questions, parce qu'on ne leur a jamais appris à se poser les bonnes questions aussi, mais ils ont également la responsabilité de se poser les bonnes questions. Donc premier point, on ne peut pas être sur tous les fronts simplement parce qu'on n'a pas le temps. Ensuite, il y a un second problème très lié aux émotions, et c'est pour ça qu'on va en parler dans cette partie, c'est que les émotions provoquent des erreurs de jugement, et que ces erreurs de jugement ne sont qu'accrues au fur et à mesure que les émotions deviennent de plus en plus intenses. Et on remarque que quand on se met dans un combat, quand on se met dans une cause, on ressent des choses. On est porté par les autres, on est porté par cette envie de bien faire, par cette envie d'être bien vu également par eux. Et le problème, c'est que rapidement, quand on est attaché à un groupe, à des personnes à qui on tient, les problèmes de la cause deviennent nos problèmes. Par exemple, le vegan qui voit comme problème le fait que les autres mangent de la viande, que les autres portent une ceinture en cuir, c'est une personne qui s'approprie les problèmes de sa cause. C'est une personne qui, juste avant, l'instant d'avant d'être vegan, n'avait pas de souci avec les gens qui portaient une ceinture en cuir, et l'instant d'après, ça devient un problème pour elle. Et ça veut dire que dès qu'elle va croiser une personne avec une ceinture en cuir dans la rue, elle va se dire « Oh là, quelle horreur !» Or, être asservi par ses biais émotionnels est certainement la manière la plus certaine de perdre de vue nos intérêts personnels. Parce qu'à chaque fois que vous remarquez une ceinture en cuir, vous ne remarquez pas l'opportunité business potentielle qui est à ce moment-là, vous ne remarquez pas la femme de votre vie qui passe peut-être à côté de vous. Vous perdez le sens et vous finissez en burn-out. Pour éviter que tous vos combats soient déconnectés du sens réel que la vie a pour vous, il est ainsi essentiel de garder une forme de distance émotionnelle avec les causes que vous rejoignez et même avec vos propres causes. Et nous savons très bien que les gens qui sont les plus faibles dans la société, les gens qui sont potentiellement les plus influençables, sont les gens, 1, qui ne savent pas réellement qui ils sont, donc ils ont un manque d'identité, 2, ils ont un manque de connexion avec les autres, et 3, simplement, ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas dans quelle direction ils veulent aller. Et à ces conditions, il est évidemment extrêmement difficile de se motiver. La distance émotionnelle que vous devez garder va justement consister dans un premier temps à faire un travail profond sur vous pour comprendre ce que vous voulez vraiment, pour comprendre quels sont vos intérêts, parce qu'avant de vouloir défendre nos intérêts, encore faut-il les connaître. Ensuite, de comprendre aussi vos besoins personnels. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Est-ce que vous pouvez passer une semaine sans aller faire un footing, par exemple ? Est-ce que vous pouvez passer 3 mois sans votre famille ? Ce sont des réelles questions à se poser. C'est des questions qui se posent en introspection, voire même en coaching. Et je vous invite très très vivement à prendre du temps pour ça et à vous demander, est-ce que je suis assez certain de ma base ? Est-ce que je suis assez certain de mon rêve ? Est-ce que je suis assez certain des forces qui me poussent à agir ? Et à ce moment-là, vous aurez réellement votre intérêt en tête. Vous serez à l'inverse du militant qui est prêt à se sacrifier pour la cause. Et vous saurez que la victoire, que la victoire des causes qui vous tiennent, vous, à cœur, n'est possible que si vous avez du pouvoir. C'est pour ça que vous avez besoin, dans un premier temps,
d'emmagasiner cette influence, d'emmagasiner cette capacité à faire passer vos idées avant de pouvoir gagner. Je pense réellement à ce sujet, je pense régulièrement à ce sujet, excusez-moi, au sujet des féministes. Je vois beaucoup de féministes qui vont sur tous les plateaux, qui se plaignent du droit des femmes, etc. Mais ce sont des personnes qui n'accomplissent rien. Moi, je trouve que le plus beau mouvement des féministes, ce sont ces femmes chefs d'entreprise qui ensuite, pourquoi pas, parlent dans les médias, qui racontent leur histoire, et ça, c'est inspirant. Ça, c'est quelque chose qui fait bouger les choses et qui donne des exemples concrets. Moi, je ne pense pas qu'on puisse se reconnaître dans des personnes qui sont simplement des contestataires et qui ne réussissent et qui n'accomplissent absolument rien. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que le pouvoir de changer les choses, vous l'obtenez à mesure que vous gagnez en influence. C'est pas quand on n'a pas de compétences, quand on est au niveau zéro dans tous les domaines, qu'on peut réellement avoir de l'impact. Il est donc important, dans un premier temps, de considérer votre intérêt, votre influence, pour pouvoir ensuite lutter pour les causes qui vous tiennent réellement à cœur, mais à cœur à vous, pas juste pour être reconnu par les autres, parce que vous avez fait le travail d'introspection et vous savez dans quelle direction vous allez. Je repense à cette question de militantisme. Je vois trop de gens qui sont prêts à se sacrifier pour des idées et qui font qu'ils n'auront jamais l'impact qu'ils pourraient avoir malgré toutes les bonnes idées qu'ils ont. Je prends un exemple récent d'une cliente qui nous fait une blague raciste. Alors là, forcément, quand une cliente fait une blague raciste, c'est pas très plaisant comme moment, parce que c'est un petit peu gênant. On est face à ce dilemme, est-ce que je rigole, est-ce que je rigole pas, est-ce que je la recadre carrément en disant « mais madame, ça se fait pas, allez-vous-en, je ne veux plus vous voir ». C'est une question qui pourrait être compliquée. En réalité, la question n'est pas compliquée. La question, c'est de se dire « ok, qu'est-ce que je cherche ?» Si je suis déjà accompli et que mon combat principal est le racisme, eh ben très bien, je la recadre, je la vire de mon bureau, je fais ce qu'il faut. Si en revanche, je ne suis pas arrivé là où je veux, si en revanche, j'ai encore besoin d'accumuler ce pouvoir, cette influence, pour me permettre de faire changer les choses à terme dans la société, à ce moment-là, je dois réfléchir à son intérêt à elle. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça ? Et qu'est-ce qu'elle attend de moi maintenant qu'elle a dit ça ? Une personne qui dit quelque chose attend toujours une forme de soutien émotionnel. C'est un petit peu l'inverse du bide. Quand on fait une blague et que personne ne rigole, c'est un moment gênant. Donc, ce que vous devez faire, si jamais le but pour vous est de garder des bonnes relations avec cette personne, c'est simplement d'apporter le soutien émotionnel suffisant pour qu'elle ne se sente pas humiliée, mais sans pour autant approuver. C'est finalement un juste milieu qui nécessite un fort travail d'état d'esprit et qui nécessite d'être sur votre propre échelle de valeur. Parce que si maintenant je me jugeais par rapport aux militants qui sont prêts à tout pour leur cause, et je me disais « non mais Lucien, attends, à ce moment-là, tu aurais dû la recadrer », eh bien je me sentirais nul. Mais je sais que je ne me juge pas sur cette échelle-là. Je sais que mon échelle à moi est bien différente et je sais pourquoi je fais les choses. Et c'est tout ce travail d'introspection qui va vous permettre d'être aussi au clair sur ce que vous voulez faire, d'être au clair sur vos réactions et de pouvoir agir conformément à vos intérêts, conformément aux causes aussi qui vous tiennent à cœur pour réussir à avoir un impact bien supérieur. L'autre exemple que je veux vous donner, et je resterai assez évasif sur cet exemple parce que vous comprenez bien que les soucis de confidentialité ne permettent pas de tout révéler, mais il existe en Europe un industriel qui a dû changer de prénom pour mieux réussir. Il venait d'une famille immigrée, il avait un prénom qui ne semblait pas local, et donc il a changé de prénom, ce qui lui a permis, en tout cas ce qui l'a aidé à avoir un succès immense. C'est aujourd'hui une des fortunes européennes les plus importantes qui a dû changer de prénom. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas purement confidentiel, ça a été vu dans le journal, donc si vous le retrouvez, pourquoi pas. Mais ce que je vous indique, c'est que cette personne a eu la réaction inverse du militant. C'est-à-dire que le militant dirait « non mais attends, c'est mon prénom, c'est mon identité, c'est moi, je vais lutter bec et ongle pour le garder ». Peut-être serait-il resté tout en bas de l'échelle, peut-être qu'il n'aurait jamais rien réussi. Mais en changeant de prénom, il s'est permis un immense succès. Il s'est permis d'ouvrir certaines portes, même si, à un moment, eh bien, peut-être que ça lui a coûté quelque chose. Mais il savait où il allait, et il l'a fait pour cette raison. Peut-être que cette partie vous laisse un petit peu perplexe, et vous dit, mais en fait, où sont mes valeurs ? Où est la limite finalement ? Parce que au bout d'un moment, faire le caméléon c'est bien, mais exprimer ses idées c'est aussi quelque chose d'important qui permet d'être heureux. Et pour ça, encore une fois, la réponse est la même qu'au départ. Connaissez-vous, sachez ce que vous pouvez faire ou pas, ayez vos propres limites, ayez des checkpoints réguliers avec vous-même de manière concrète, de se demander est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Moi, une des manières que j'ai de savoir si je vais dans la bonne direction, c'est est-ce que j'ai l'impression de jouer dans mon quotidien ? Est-ce que j'ai l'impression que je m'amuse ? Si je ne m'amuse pas,
je sais que je vais être moins motivé, je sais que je vais moins travailler, je sais que du coup je vais moins réussir, et que ce n'est pas ça qui me convient. Je pense finalement que la question que nous avons soulevée durant toute cette partie, c'est une question de maturité. C'est une question de sortir du binaire, de lui il est méchant, moi je suis gentil. C'est une question d'entrer dans la complexité, de voir qu'il y a toujours de multiples causes et que, par exemple, si vous prenez un médicament qui a des effets secondaires, vous ne pouvez pas savoir maintenant si les effets secondaires seront meilleurs à long terme pour vous que le fait d'avoir pris ce médicament. Donc, ce que je veux que vous intégriez, c'est de sortir de cette logique binaire et de rentrer dans cette logique intelligente de la complexité. Pour ça, vous pouvez aller voir le MOOC d'Edgar Morin. Je crois que c'est un MOOC qui a été donné à l'ESSEC, l'école de commerce, ESSEC pour ceux qui ne connaissent pas. C'est disponible, il me semble, sur la plateforme Coursera. Je l'ai suivi, c'est absolument passionnant. Et apprendre à penser dans la complexité, c'est ça qui va aussi vous permettre de diminuer l'impact de vos émotions. Parce que vous n'allez plus voir les choses en noir et blanc, plus voir des méchants et des gentils, vous allez voir toute la complexité en même temps, ce qui va vous permettre de prendre du recul instantanément et de ne pas être complètement clivé, complètement possédé par vos émotions vis-à-vis d'événements que finalement on ne comprend pas très bien. On arrive à la fin de cette première partie et on a vu en quoi prendre parti et s'engager dans les causes d'un autre est souvent issu d'une insécurité émotionnelle bien plus que d'un grand cœur ou qu'une bonté d'âme. On a également vu les risques à cause des biais émotionnels qui sont engendrés par ces combats, par ces causes qui nous portent et qui nous poussent à faire des choses contre nos intérêts. Et maintenant, ce que je veux qu'on voit ensemble, c'est que du point de vue stratégique, pour augmenter votre influence, s'allier à des causes en dehors de toute chose émotionnelle est également une erreur. Avant de rentrer dans cette seconde partie, je vous invite à nouveau à noter le podcast 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est vraiment très important pour permettre au podcast de gagner en pouvoir, en influence et de permettre aux gens de ne plus être des petits pantins qui se font manipuler trop facilement et qui perdent leurs ambitions à cause du découragement. On entre maintenant dans la deuxième partie, l'erreur stratégique de l'engagement. Quoi de plus agaçant qu'un professionnel qui nous dit « je reviens vers vous cet après-midi » et de qui 3 jours plus tard, on n'a toujours pas de nouvelles. Je pense qu'on peut voir maintenant l'engagement, la loyauté de manière assez large, avec d'un côté les petits services comme ce que je viens de vous décrire. Par exemple, je vous envoie un mail pour vous faire un récapitulatif de la réunion demain. Si on ne l'a pas demain, c'est quand même un petit peu gênant. Et puis également l'engagement, la prise de parti dans un conflit. On parle d'engagement sur le plan militaire, mais on peut également parler d'engagement sur une querelle d'entreprise, une querelle de voisinage. Si vous prenez le parti d'un autre, vous vous engagez. Et je pense qu'on peut analyser une double dynamique suite à l'engagement, et on les décortiquera bien plus dans la suite de cette section. C'est que suite à l'engagement, on a 2 inconvénients majeurs. La première dynamique, c'est que ce qui est promis devient instantanément normal et acquis. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on allait faire quelque chose, ne pas le faire est une faute. Alors que le faire, c'est simplement la chose normale que nous devons de faire. Et donc finalement, ça mène à une forme d'ingratitude si on honore notre engagement. Et le deuxième point, c'est justement que ça mène à une colère si on ne l'honore pas. Parce que maintenant que c'est normal et acquis, eh bien on est contraint de le faire et nous pouvons susciter des émotions fortes parce que si on ne le fait pas à temps, il y a de la colère. Si on le fait pas tout court, il y a de la colère aussi. Et puis, si on le fait, tant mieux, c'est juste normal. On voit d'ores et déjà que la position de la personne engagée est quelque peu inconfortable, puisque soit on est sur un résultat neutre, on n'est finalement pas très reconnu, soit on est sur un résultat plutôt négatif avec une personne en colère qui nous en voudra. Pour traiter cette seconde partie, on procédera en 2 temps. Dans un premier temps, on verra la position désagréable de l'engagement, et ensuite nous analyserons les avantages de la distance par rapport au conflit. Donc, commençons tout de suite par la position désagréable de l'engagement. La première chose, c'est que quand on prend parti, stratégiquement, on se dévoile et on diminue le mystère qui nous entoure. La loi numéro 17, dont nous avons parlé dans un des précédents épisodes, cultive le mystère, nous dit au contraire que il faut conserver du mystère. Et c'est vrai que quand on s'engage dans un combat, quand on est dévoué à une cause, on devient bien moins mystérieux. On sait que les problèmes de la cause deviennent les problèmes de la personne ciblée. On sait donc qu'elle est très prévisible. Et on sait aussi, du point de vue de la personne envers qui vous êtes engagé, que vous êtes acquis. Ok, je peux compter sur lui. Et donc, maintenant que tu peux compter sur la personne en question, et maintenant la personne envers qui vous êtes engagé n'a plus qu'un seul intérêt, c'est de courtiser d'autres personnes pour capter leur intention et augmenter l'intérêt de sa cause. Ainsi, en étant loyal, vous perdez l'intérêt que vous avez pour les autres.
A l'inverse, si on donne des signaux qui ne sont pas trop clairs, si on reste mesuré et quelque peu distant, on devient un atout, on devient quelque chose qui peut, une force qui peut renverser le cours des événements. Ainsi, les autres feront tout pour gagner votre sympathie. Et nous en avons déjà discuté dans de précédents épisodes, on obtient le pouvoir de la frustration des autres et de leurs désirs insatisfaits. C'est comme ça qu'on peut créer un alignement d'intérêts, parce que si quelqu'un est déjà parfaitement bien, nage dans un océan de bonheur, qu'est-ce que vous voulez lui apporter ? En quoi est-ce que ça pourrait avoir le moindre intérêt pour lui de bosser avec vous ? En revanche, si il a une épine dans le pied et que vous savez justement très bien retirer les épines dans les pieds, eh bien vous pourrez travailler ensemble parce que vous avez un intérêt commun. La clé ici est donc de laisser espérer et surtout de ne pas céder. Je trouve que la leçon qui est donnée par Robert Greene dans son chapitre est extrêmement parlante. C'est la leçon de la reine vierge Élisabeth Ier du nom. Élisabeth est restée vierge toute sa vie en laissant espérer tous les princes de tous les royaumes qu'elle pourrait se marier avec eux. Ça a permis de garder des alliances avec tout le monde parce que finalement tout le monde espérait qu'à un moment ou à un autre ça puisse arriver. Et ça lui a permis, du coup, d'éviter les conflits avec chacun. C'était absolument essentiel. Et je pense qu'on a aussi, je vous avais déjà forcément croisé, une de ces femmes qui sont généralement très séduisantes et qui ont une sorte de cour d'hommes qui espèrent autour d'elle et qui lui rendent des services de temps à autre, qui l'accompagnent quand elle en a besoin et elle se crée une cour véritablement comme un monarque pourrait le faire sur ces sujets. Et je pense que l'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est de voir le gain momentané de statut qu'on a quand on s'engage auprès de quelqu'un. C'est vrai qu'au départ de l'engagement, on est tout de suite propulsé, on dit oui, regardez, le nouveau collaborateur, super, génial, je le mets sur mon site internet, je fais un post LinkedIn pour dire à quel point il est super. Mais ensuite, une fois que vous êtes acquis, c'est fini. C'est fini tout ça, c'est juste au départ que ce gain de statut va arriver. Et puis ensuite, si vous n'êtes plus indispensable, si vous êtes vu comme quelqu'un d'acquis, vous ne serez plus jamais courtisé. Le parallèle avec le couple est relativement évident. On reste séduisant en couple quand on n'est pas complètement acquis, quand on n'est pas complètement connu et quand on garde une part de mystère. La leçon du début de ce chapitre, c'est que chaque décision fait des déçus et qu'il vaut mieux laisser tout le monde espérer pour maintenir un état sans tension ni conflit. Et ce qu'on voit très bien, c'est que justement, quand on se lance dans un combat, il y a une cascade des engagements. C'est comme mettre le doigt dans l'engrenage. Je pense que vous connaissez tous les histoires de comment la Seconde Guerre mondiale a commencé, et on voit que c'est une cascade d'engagements. Un pays rentre en guerre contre l'autre, l'allié qui lui s'était engagé pour le coup à le soutenir se retrouve obligé de combattre, il combat et puis les alliés de l'autre se mettent à combattre également, et on voit que ça devient à la fin une guerre mondiale. Donc on évite de mettre le doigt dans l'engrenage, et c'est ça justement un des inconvénients stratégiques du fait de rentrer dans des combats qui sont des combats pour les autres, c'est que dans tout combat, il y a des enjeux qu'on ne perçoit pas. Il y a peut-être une lutte de pouvoir centenaire ou une sorte de vieille haine, une vieille rancune entre deux personnes. Et le problème, c'est qu'on manque donc de renseignements sur des points sensibles qui vont peut-être nous obliger à faire des gaffes sans même qu'on s'en rende compte et qui vont nous faire perdre en influence et en crédibilité parce que finalement, on vient de marcher sur les pieds de la mauvaise personne. Ça a également un impact psychologique et on l'a vu dans la partie sur l'aspect émotionnel de l'engagement. Une fois qu'on est engagé envers quelqu'un, notre honneur, entre guillemets, y est lié, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous a dit est-ce que tu peux le faire et que vous êtes engagé, tout d'un coup, votre identité y est. Et si vous décidez de ne pas le faire finalement, vous devenez quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui n'est pas la personne à qui vous voulez ressembler. Et donc, le risque également, c'est que quand vous vous engagez dans un combat, rapidement vous prenez des engagements parce que il faut bien, et puis au bout d'un moment, vous finissez par en faire votre affaire personnelle, à vous ruiner, à tout risquer pour cette cause qui pourtant n'était juste pas la vôtre. De plus, je pense que nous avons le réflexe de s'allier aux mauvaises personnes. Parce qu'en général, le réflexe de la personne qui n'a pas encore de bord dans un combat, c'est de s'allier au plus fort, de s'allier à la personne de laquelle elle se dit celle-ci, elle a toutes ses chances de gagner, et moi je vais profiter de ses gains. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il est impossible de savoir qui va rester le plus fort à long terme. En effet, un revers stratégique peut toujours arriver, et donc un renversement de force peut également avoir lieu. Ensuite, il y a un problème avec les forts.
c'est que les forts ont généralement moins besoin des autres que les faibles. Et ça, on le constate très bien en entreprise. Si vous voulez rendre un service à un chef d'entreprise, ce sera bien plus difficile que rendre un service à un stagiaire. Et le stagiaire sera bien plus reconnaissant du service parce qu'il se dit « Ah, moi stagiaire, moi inférieur à la personne en CDI, on m'a rendu service. Ah mais qu'est-ce que c'est extraordinaire !» Et elle voudra vous le rendre fois 1000. Alors que le chef d'entreprise, il sait bien, c'est normal, vous êtes son employé, c'est normal que vous fassiez les choses pour lui. Donc vous voyez que la gratitude ne sera pas non plus au même niveau suivant avec qui vous allez vous engager. Donc je pense que nous ne sommes pas en mesure de savoir à qui nous devons nous allier, et donc s'en abstenir est donc la meilleure solution. Vous trouverez également d'autres détails et d'autres histoires croustillantes historiques évoquées par Robert Greene dans son chapitre numéro 20. Enfin, la dernière raison pour laquelle l'engagement est finalement une erreur stratégique et est une position très inconfortable, c'est que quand vous êtes engagé, vous allez forcément avoir tendance à parler et à critiquer les autres, à dire que le camp adverse c'est des cons, qu'ils n'ont pas leur place ici, qu'ils en font de toute façon beaucoup moins que vous. Et avec l'émotion, on devient fatalement de plus en plus virulent. Et si vous finissez par obtenir la réputation de langue de vipère, chacun de vos alliés saura que le prochain sur la liste sera lui. Et donc il n'aura pas envie de s'allier avec vous. C'est l'erreur classique du candidat qui critique son ancien employeur à l'entretien d'embauche. Ne faites surtout pas ça, parce que très bien, si vous critiquez tous vos amis, on sait que si on devient votre ami, on sera dans le lot de ces amis qui sont critiqués. Maintenant, il y a quand même certaines situations dans lesquelles on ne peut pas aller trop loin. Parfois, on est obligé de s'engager. Parfois, il y a des moments où paraître indécis est bien plus dangereux que s'engager pour un camp ou pour l'autre. À ce moment-là, Robert Greene nous dit que l'important, c'est de garder son indépendance intérieure et sa distance émotionnelle. Je pense qu'il n'y a pas besoin réellement de préciser davantage, parce qu'on a déjà abondamment parlé du problème émotionnel de l'engagement, mais je pense que le détachement, le fait de ne pas se laisser emporter par le tsunami des émotions, d'être bien ancré au sol, est absolument essentiel quand vous vous engagez ou quand vous donnez l'impression de vous engager. Pour vous encourager à éviter ce moment fatidique de l'engagement, j'ai envie, dans la deuxième partie de cette deuxième partie, de vous parler de l'avantage stratégique du retrait et de la distance. Le premier point, on l'a déjà évoqué dans l'introduction, c'est que chaque action a un coût. Et donc quand on part au combat, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et du coup, si on part sur les combats d'un autre, on ne peut pas être sur nos fronts à nous. Ce qui est important de regarder, c'est donc de savoir s'engager sur les bons combats, sur nos combats, ou alors, pourquoi pas, sur les combats d'un autre, mais qui servent directement ou indirectement les nôtres. Et nous l'avons déjà évoqué dans la partie sur la Seconde Guerre mondiale, quand on prend parti, au moment même où on est engagé officiellement, on perd tout contrôle. Parce qu'automatiquement, les actions de nos associés, leurs décisions et leurs intérêts sont plaqués sur nous. C'est-à-dire que si un de vos alliés décide de faire une bêtise, de critiquer quelqu'un ouvertement, cette personne deviendra instantanément votre ennemi également. C'est donc quelque chose d'assez dangereux et vous feriez mieux d'économiser votre temps et votre énergie pour investir au maximum dans vos propres projets. Ensuite, l'avantage du recul et de la distance, c'est la non-implication émotionnelle qui évite l'impulsivité et qui augmente la rareté de votre parole. Nous en avons parlé dans l'épisode « dites-en toujours moins que nécessaire ». C'est absolument quelque chose de crucial. Je pense que beaucoup de gens en disent trop. Par insécurité, par peur du silence, par volonté d'être validé, on veut toujours en dire davantage, toujours être un moulin à parole qui parle, qui en dit encore, qui a l'impression d'être gêné. Mais en fait, la seule personne gênante, c'est elle. Les personnes qui ne supportent pas le silence sont elles-mêmes insupportables. Et le problème, c'est que ces personnes-là, généralement, parlent beaucoup. Et comme dit Robert Greene, plus tu parles, plus tu risques de dire une bêtise. Et de paraître pour celui qui se la ramène, la personne qui est finalement à l'inverse du sage, de celui qu'on souhaite écouter. L'avantage du sage, justement, c'est que c'est également celui qui ne prend pas part aux querelles, qui a simplement l'air intéressé et qui donne du support aux gens, qui ne leur donne pas réellement ses solutions, mais qui garde des bonnes relations avec les deux. Et c'est là que le pouvoir se crée, c'est là que stratégiquement, le pouvoir devient effectif, parce que quand on a des bonnes relations avec deux parties qui ne s'entendent pas, on a de grandes chances de devenir le juge, l'intermédiaire qui a les bonnes relations, l'intermédiaire par qui tout passe, et donc dont l'avis peut faire basculer les choses. Donc l'impartialité et le détachement sont des qualités absolument essentielles que vous devez cultiver et qui en plus vous entraîneront à de moins en moins vous laisser avoir par vos biais cognitifs et vos biais émotionnels. Robert Greene va même jusqu'à donner des exemples historiques dans lesquels nos personnes impartiales et détachées ne voient les autres que comme des pions pour leur ascension du pouvoir. Alors là, encore une fois, question d'éthique, question de vos valeurs personnelles, il est important de se poser la question.
Enfin, ce qui est très important, j'en ai déjà parlé dans la précédente partie, donc on va passer assez rapidement, c'est l'absence d'exclusivité. Quand on met les gens, les parties en compétition pour avoir nos services, on augmente notre valeur et on devient la personne qui peut faire basculer les choses. Enfin, nous en parlons régulièrement dans les épisodes de pouvoir et influence, le pouvoir est largement une question d'image. Ne pas prendre parti en est une composante parce qu'elle permet, comme nous l'avons déjà évoqué, de garder le mystère, de ne pas être trop facilement définissable, mais également de garder une forme d'indépendance qui ne nous oblige pas à nous ranger derrière les idées d'une personne plutôt que d'une autre. Ensuite, évidemment, quand on a ce recul, ce détachement, cette position de sage, on a une forme d'aura qui fait qu'on est un petit peu imprévisible, qu'on ne sait pas quelle sera notre décision, mais voire même, certains ont la réputation d'avoir une décision très juste à chaque fois, très impartiale, et c'est quelque chose qui sera forcément apprécié et qui à un moment pourra vous servir. Pour conclure cet épisode, je vous invite à consulter celui qui est intitulé « Aligne les intérêts comme les étoiles ». J'ai vraiment eu l'impression, en écrivant cet épisode, qu'il était l'application concrète et la compréhension plus profonde de cette dynamique d'intérêt qui est si importante et qui est le fondement du pouvoir. Donc retenez bien. Gardez vos intérêts comme l'étoile polaire, ne vous laissez pas déborder par vos adversaires, gardez vos distances et imperturbables, avancez. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée après ce podcast et à vous encourager à mettre une note 5 étoiles et surtout à parler de ce podcast à un de vos amis qui a besoin de gagner en influence, qui pourrait gagner à mieux se vendre, à mieux réussir à faire passer ses idées. Donc je compte sur vous pour lui en parler. Et on se retrouve dans le prochain épisode qui, je l'espère, sortira le mois prochain. Mais comme vous le savez, suite à cet épisode, je ne m'engage à rien.